Bonjour à tous. Si les deux premiers empereurs flaviens sont considérés comme de bons empereurs, c'est loin d'être le cas de Domitien qui fait un peu office de chat noir pour cette dynastie. On va donc voir si, à l'instar de Caligula ou de Néron, cette réputation est justifiée ou non. Titus Flavius Domitianus naît le 24 octobre 51 à Rome. Fils de l'empereur Vespasien et de Flavia Domitilla, il est aussi le frère de l'empereur Titus. Autant dire qu'une telle famille laisse présager un avenir radieux pour le jeune Domitien, quand bien même cette famille n'est à la base pas issue de la haute aristocratie. Ayant une douzaine d'années de moins que Titus, Domitien est toujours passé après son frère. Il était assez peu considéré par son père, qui voyait en lui plus un élément secondaire, une sorte de plan de secours en cas de problème. Il avait par exemple reçu une éducation correcte, mais moins bonne que celle de son frère. Vespasien lui avait quand même accordé les titres de César et de prince de la jeunesse, ce qui lui servira beaucoup pour s'imposer à la mort de Titus. Dès l'année 69, alors qu'il se trouve à Rome, Domitien œuvre pour le parti flavien. En décembre 69, à tout juste 18 ans, il échappe de peu à la mort tandis que son oncle Sabinus est lynché par les partisans de Vitellius. Après l'arrivée des troupes de son père et en attendant celui-ci, il incarne la présence flavienne dans la cité en tant que prêteur investi des pouvoirs consulaires, et ce jusqu'en octobre 70. Mais après cela, malgré quelques titres prestigieux, il n'obtient aucune fonction officielle et aucun commandement, et ce jusqu'à la mort de Titus en 81. Ce qui fait que lorsqu'il succède à son frère, il n'a pas vraiment d'expérience du métier d'empereur. Peut-être est-ce dû à son comportement, car même si les sources lui octroient de solides qualités, comme l'intelligence, le sens des affaires ou une vision aiguë des nécessités du moment, il est aussi décrit comme orgueilleux, rancunier, méfiant, égoïste et jaloux. Tout cela est à prendre avec des pincettes car les sources ne lui sont pas toujours favorables, mais il semblerait que, contrairement à son frère qui a gommé tous ses défauts en arrivant au pouvoir, Domitien lui les aggrave. Physiquement, il est décrit comme plutôt beau dans sa jeunesse, mais s'enlaidissant avec l'âge. Malgré tout, à la mort de Titus, son autorité est immédiatement reconnue par l'armée, le Sénat et le peuple de Rome, et il succède à son frère sans aucun problème. Il faut dire qu'il apparaît comme le garant de la continuité du pouvoir, surtout qu'il a un fils de 8 ans, né en 73, de son union avec Domitia Longina, la fille du général Corbulon qui avait été contraint au suicide par Néron. Il succède donc à son frère le 14 septembre 81 à l'âge de 30 ans et démarre son règne sous des auspices plutôt favorables. La première mesure du règne de Domitien est la construction sur le forum romain d'un arc funéraire en l'honneur de son frère Titus, récemment divinisé. Il va ensuite mener un système de gouvernement dans la lignée de celui de son père. Il commence par s'attacher les faveurs de l'armée en augmentant la solde des soldats. Puis il écarte des affaires le Sénat et la haute aristocratie au profit de la classe équestre qui domine le monde des affaires et de la finance et à qui il confie l'administration des provinces. Enfin, il organise des distributions d'argent et de nourriture ainsi que de nombreuses fêtes pour le peuple. En 86, par exemple, a lieu la première édition de l'Agone Capitolinus, une sorte de concours de type grec mêlant courses de chevaux, épreuves sportives et compétitions musicales. Tout cela fait qu'il se rend très rapidement populaire auprès du peuple, auprès de l'armée et auprès des provinces, mais se met à dos le Sénat et la classe aristocratique. Il s'accorde aussi le titre de Dominus et Deus, ce qui pousse les juifs et les chrétiens dans l'opposition. Juifs et chrétiens qu'il n'oubliera évidemment pas de persécuter. Malheureusement pour l'empereur, son fils unique meurt en 83 et à partir de là, il va se montrer beaucoup moins conciliant avec le reste de sa famille. Il fait par exemple mettre à mort Flavius Sabinus, son petit cousin, mais aussi son plus proche parent susceptible de lui succéder. Mais malgré cette tragédie et ce petit coup de sang, le début du règne de Domitien se passe plutôt bien. Il nomme des personnes compétentes à la tête des provinces et prend des mesures utiles et bénéfiques pour Rome et pour l'Italie. Il va par exemple faire la promotion de l'agriculture en légiférant sur les terres abandonnées.
Il va aussi reconstruire la ville de Rome, qui porte encore les stigmates des grands incendies de 64 et de 80. Il fait reconstruire la bibliothèque d'Auguste, elle aussi victime d'un incendie. Il embellit le forum et fait construire un cirque. Il va également dresser une statue équestre à son effigie et développe le palais impérial sur la colline du Palatin en faisant construire la Domus Flavia. Dans son nouveau palais, Domitien va encore plus affaiblir l'influence des affranchis impériaux au profit de procurateurs issus de l'ordre équestre. Il va aussi s'entourer de poètes comme Stas et Martial, mais se montre particulièrement autoritaire avec eux, contrôlant tout ce qu'ils écrivent. Cela peut d'ailleurs expliquer le fait que les textes rédigés du vivant de l'empereur soient tous positifs pour Domitien, alors que ceux écrits après sa mort sont très souvent négatifs. En somme, il prend des mesures utiles et bénéfiques pour le peuple, mais également pour le pouvoir impérial. En parallèle à cela, il mène une politique qui se veut proche des traditions mais se montre également sensible à l'hellénisme. Il souhaite affirmer le pouvoir monarchique tout en contrôlant la moralité de ses sujets. Il fait par exemple exécuter 4 vestales coupables d'avoir perdu leur virginité, considérant qu'en trahissant leurs vœux, elles ont mis en péril l'équilibre religieux sur lequel reposait la grandeur de Rome. Enfin, il exprime rapidement la volonté de dompter les sénateurs. Dès 85, il s'octroie la censure perpétuelle, ce qui lui permet de contrôler la composition du Sénat. Au début, cela s'avère plutôt bénéfique car Domitien fait entrer des personnes compétentes au Sénat et se montre assez ouvert quant à l'attribution du consulat, favorisant la carrière de sénateur ou de chevalier compétent et méritant. Mais au bout de quelque temps, cette tutelle permanente de l'empereur sur le Sénat détériore grandement les relations entre Domitien et les sénateurs, qui souhaitent jouir de leur libertas et être indépendants. Les coups de force du prince vont entraîner des complots, qui vont entraîner des représailles, qui vont entraîner de nouveaux complots, etc., etc. À partir de l'année 89, une nouvelle spirale de violence se met peu à peu en place au sommet de l'État. Mais pour bien comprendre ces événements qui entachent la seconde moitié du règne de Domitien, il faut s'intéresser un peu à la politique extérieure de l'Empire. En ce qui concerne la politique extérieure de l'Empire, Domitien souhaite renforcer militairement les défenses extérieures, tout en menant une politique active auprès des peuples bordant le Limès, soit en les combattant, soit en les vassalisant. En Bretagne, tout d'abord, Agricola améliore le gouvernement de la province et poursuit sa conquête de l'île vers le nord. En 83, il remporte une grande victoire contre les Calédoniens lors de la bataille du mont Gropius. Mais Domitien lui ordonne de redescendre un peu plus au sud car il souhaite concentrer les efforts militaires sur la région du Danube, qui est de plus en plus agitée. Sur le Danube justement, les Daces attaquent la province romaine de Mésie durant l'hiver 84-85 et tuent son gouverneur. Rome réagit mais difficilement puisqu'elle perd 2 légions avant de parvenir à rétablir la situation. D'autres peuples comme les Sarmates ou les Marcomans profitent de cette agitation pour attaquer les Romains. Finalement, en 89, une paix de circonstances est signée et un compromis aboutit à la vassalisation du royaume d'As, même si dans les faits, celui-ci reste totalement autonome. Cette paix un peu précipitée se justifie par le fait qu'en 89, Domitien doit concentrer les efforts de l'armée sur la Germanie, Germanie dont on va reparler juste après. Pour en finir avec la région du Danube, le principat de Domitien amorce un basculement géostratégique. Désormais, c'est la frontière du Danube qui est considérée comme la plus active et donc la plus dangereuse et qui concentre le plus de troupes. En 96, l'armée du Danube compte 8 légions, plus de nombreuses troupes auxiliaires et une flotte qui patrouille sur le fleuve. Pour terminer cette partie et comme je vous l'annonçais, parlons de la Germanie. Dès 83, Domitien mène dans le massif du Taunus une expédition victorieuse contre les Chattes qui permet à l'empereur de grappiller un peu de territoire, mais surtout d'acquérir du prestige militaire qui jusque-là lui faisait défaut. En 84-85, il crée officiellement les provinces de Germanie inférieure et de Germanie supérieure. Mais le véritable danger survient en 89 lorsque le gouverneur de Germanie supérieure, Lucius Antoninus Saturninus, aidé par les 4 légions de la province et les Chattes, tente un coup d'état.
Cette aventure ne va cependant pas durer longtemps. Alors qu'il traverse le Rhin avec ses troupes pour rejoindre Lyon, il est attaqué par les légions de Germanie inférieure, resté fidèle à Domitien. Saturninus est tué et ses soldats sont massacrés. Au final, cette insurrection disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Mais comme je vous le disais un peu plus tôt, elle marque le début d'une spirale de violence au sommet de l'État. Après ce coup d'état manqué de 89, Domitien va réagir brutalement. Il ordonne de nombreuses exécutions aussi bien à Rome qu'en Germanie. Il va ensuite s'en prendre aux marchands de rêves. En 90 puis en 93, l'empereur promulgue 2 édits d'expulsion de Rome des astrologues et des philosophes. Épictète par exemple, l'un des fondateurs du stoïcisme, en fait les frais et doit quitter Rome. Apollonios de Tyane, philosophe néo-pythagoricien, a moins de chance puisqu'il est jeté en prison, mais il parvient à s'évader grâce à la complicité de ses nombreux disciples. Domitien va également amplifier le régime de terreur auquel il soumet la classe sénatoriale et avec laquelle il refuse toujours de collaborer. À la fin de son règne, même les membres de sa famille ne se sentent plus en sécurité. Certains d'entre eux, qui se sont convertis au judaïsme ou au christianisme, sont accusés d'impiété et sont exécutés. C'est ce qui arrive à Flavius Clemens, cousin germain de l'empereur, qui est exécuté en 95. La femme et les enfants de Clemens sont eux exilés sur l'île de Pandatoria. Finalement, ce qui devait arriver arriva et un complot fomenté par la propre femme de Domitien, par les 2 préfets du prétoire, par des sénateurs et par des membres du palais, finit par réussir. Le 18 septembre 96, Domitien est poignardé par l'un de ses affranchis et malgré une farouche résistance, il finit par mourir. Ainsi s'éteint la dynastie flavienne qui avait pourtant si bien commencé. Le Sénat prononce immédiatement la damnatio memoriae de Domitien. Il est assez difficile de dresser un bilan objectif du règne de Domitien, tant les sources nous donnent des versions différentes. Mais pour le coup, il semble que ce soit le texte de Suétone qui soit le plus objectif. Il souligne le sens du devoir, le souci d'administrer au mieux les provinces et les innovations de Domitien, mais n'oublie pas de soulever l'évolution de cet empereur qui, de premier citoyen de Rome, se transforme peu à peu en monarque absolu, tyrannique, cruel et cupide. Malgré cette fin tyrannique de Domitien, le bilan global des Flaviens est plutôt positif. Ils ont su remettre Rome sur de bons rails après les événements de 68-69, en réaffirmant le pouvoir impérial, en menant de petites conquêtes permettant de consolider les frontières et en matant pour un temps les révoltes internes. Ils ont aussi entrepris de reconstruire et d'embellir Rome, ce qui a d'ailleurs favorisé le rayonnement du pouvoir impérial. Enfin, ils ont contribué à l'affirmation de l'ordre équestre, dont ils sont issus et à qui ils donnent de plus en plus de prérogatives, au détriment de l'ancienne classe sénatoriale. La restauration de la Respublica et la prospérité des provinces ont également favorisé un remplacement partiel des élites de l'Empire. Les Flaviens laissent donc un empire en ordre, modernisé et suffisamment solide pour empêcher qu'une nouvelle guerre civile n'éclate après l'assassinat de Domitien. C'est finalement Nerva qui est acclamé impérator par l'armée le jour même de l'assassinat de Domitien. Malgré son court règne que l'on verra dans le prochain épisode de cette série, il a installé l'une des dynasties les plus célèbres de l'Empire romain, les Antonins. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est pourtant la dynastie de toutes les mégastars de l'Empire romain, car après Nerva vont se succéder Trajan, Adrien, Antonin le Pieux, Marc Aurèle et le tristement célèbre Commode. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater ces prochains épisodes qui promettent du très lourd. Merci en tout cas à tous de m'avoir écouté jusqu'ici et merci de votre fidélité. Je lis tous vos commentaires et franchement ça me fait super plaisir de voir que vous êtes nombreux à apprécier cette série parce que personnellement je prends beaucoup de plaisir à la préparer et à faire ces vidéos. Donc pas d'inquiétude, je compte bien mener cette série jusqu'à son terme. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien et votre fidélité. N'oubliez pas de liker, commenter la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est toujours le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir mon travail. Pour la suite, on se retrouve sans doute pas pour la vidéo sur Nerva, mais pour une autre vidéo sur Rome qui, je pense, devrait vous plaire. En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt.